Salut et bienvenue. Vous écoutez Total Régal, le podcast où on raconte un jeu sans se la raconter. Au micro, c'est Bigot, en duo avec Oxydo. Salut Oxydo, la forme? La pêche, et toi mon cher Bigot? Bah écoute, ça va super bien, d'autant qu'aujourd'hui, on a l'immense plaisir de recevoir une invitée, notre première invitée, Blake Fay. Et donc, salut Blake, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que ça va bien? Mais ça va super, je suis hyper impatiente de démarrer cet épisode. Incroyable concept et très honorée d'être là ce soir. Alors ma chère Blake, pour te présenter à celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, je vais essayer de dépeindre en quelques mots ton rapport aux jeux vidéo. D'esquisser ta bio-vidéo-ludographie en quelque sorte. Donc tu me diras ce que t'en penses. Les jeux vidéo, tu es tombée dedans quand tu étais petite, en regardant ton papa jouer sur l'ordi familial à Wolfenstein, Doom ou encore Little Big Adventure, signe prémonitoire. Et c'est sur Adibou et les lapins malins que tu as mis le pied à l'étrier, ou plutôt les mains au clavier et à la souris. Quelques années plus tard, ton père, ton frère et toi, vous faites des LAN sur Warcraft. Et tu les éclates grâce à ta maîtrise des raccourcis clavier et à tes APM de zinzin. Papa joueur et papa hacker, tu l'observes avec curiosité bidouiller la Wii, trafiquer la mémoire d'une carte SD. Ça joue vite, ça casse les jeux, les graines du speedrun sont semées en toi. Le temps passe, passe, priorité aux études, et puis les jeux vidéo, c'est pas pour les filles. Tu traverses une période blanche jusqu'en prépa où tu découvres Oblivion, 10 ans après sa sortie. Tu es émerveillé par la beauté du jeu et tu es raillé aussi. Et l'autre, elle s'extasie devant Oblivion alors que maintenant il y a Skyrim. Tu ressens alors un sentiment de décalage, d'imposture, d'illégitimité même à jouer aux jeux vidéo. Mais ça va s'estomper assez rapidement. Le temps d'un gros week-end, puisque tu vas te lancer dans la pratique du speedrun, d'abord presque inconsciemment sur Zelda Phantom Hourglass, je crois. Puis les choses sérieuses commencent sur Little Big Adventure et la Madeleine de Proust va passer à la centrifugeuse. Ta passion pour le speedrun, tu aimes la partager en stream ou lors d'événements comme Speedon, Fast and Fabs ou Interglitch, où tu runs Little Big Adventure, le 1 puis le 2, Sailor Moon sur Super Nintendo en multi à 8 joueuses, Kirby aussi, personne n'est parfait, ou encore Viewfinder. Blake polarise sur Polaroid. Tu aimes aussi transmettre cette passion sur scène ou en atelier pour faire découvrir les techniques et les glitches à un public béotien et béat. Joueuse dynamique et éclectique, on peut suivre tes petites grandes aventures sur ta chaîne Twitch, où ces temps-ci, tu alternes entre GeoGuessr, Pharao, Kern ou encore Blake Manor. Et oui, ça ne s'invente pas, Blake joue à Blake Manor. Solaire, sémillante, un tantinet mauvaise perdante, un tantinet piquante aussi. Qu'est-ce qu'il y a de mal à aller à la salle de bloc d'escalade torse nu avec un bonnet? Ta personnalité se reflète dans ta manière de jouer. Blake Fay is no fake play. Pour conclure, une alerte que j'adresse à nos auditrices et nos auditeurs. Prenez garde, car Blake a la bonne humeur contagieuse. Vous serez contaminé à l'insu de votre plein gré. Est-ce que cette pas trop brève présentation te correspond bien? Et j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises. Déjà, j'ai trouvé ça magnifique. Sache que si jamais un jour j'écris mon autobiographie, je te passerai des royalties, je pense, parce que faut que je reprenne des tournures de phrases. C'était incroyable. Tu es très bien renseigné. Écoute, en tout cas, on est vraiment ravis que tu nous fasses l'honneur d'être la première invitée de Total Régal. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Total Régal, Bigot, peux-tu nous rappeler le concept du podcast? Bien sûr, bien sûr. Le concept est très simple. À chaque émission, l'un de nous deux, toi, Oxydo, ou moi, Bigot, raconte un jeu vidéo. En l'occurrence, ce sera toi, Oxydo, aujourd'hui.
Et tu vas raconter ce jeu en intégralité à l'autre, ou plutôt aux autres, à savoir Blake, notre invité, qui ne connaît pas du tout le jeu, et moi-même qui en ai un vague souvenir, mais assez marquant quand même. Et oui, comme tu l'as dit, Bigot, pour cet épisode, je serai le racontant, et Blake et toi, donc, serez les écoutantes en mode découverte totale pour toi, Blake, et en mode réminiscence, donc pour toi, Bigot. Oui, on rappelle aussi que cette émission et celle d'avant sont disponibles sur la plupart des plateformes de podcast et également sur YouTube. Et vous avez aussi un Discord où vous pouvez nous rejoindre pour poursuivre la conversation, nous faire des suggestions sur les prochains jeux, etc., etc. Mais bref, il est grand temps de se lancer enfin dans le racontage. Et donc, Oxido, je te pose la question traditionnelle de début d'émission. Avec quel jeu vas-tu nous régaler aujourd'hui ? Eh bien, cher Blake, cher Bigot, aujourd'hui, je vais vous raconter le jeu Comics Zone, un jeu développé par Sega Technical Institute et sorti en 1995 sur Mega Drive et sur PC d'ailleurs dans la foulée. Moi, c'est sur Windows 95 que je l'ai découvert à l'époque de sa sortie. Je me souviens, j'étais en primaire à l'époque. Et avant de commencer à parler du jeu, question rituelle, cher Blake, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que tu connais du jeu ? Ou bien si tu n'en connais absolument rien, est-ce que juste avec le titre comme ça et peut-être l'époque, est-ce que tu as des intuitions le concernant ? C'est une très bonne question. J'ai essayé de brainstormer un petit peu de mon côté, bien sûr, sans prendre aucune source. Alors, ça m'évoque vraiment rien du tout sur une échelle de 0 à 10. Je pense que je tombe plutôt sur le 0. Je me pose la question comique. Peut-être que ça reprend des choses, des comiques, de la BD, des choses comme ça. Je me dis le X, ça fait très années 2000. On mettait un peu des X partout. Donc, vu qu'on tombe en 95, c'est pas si loin. Et puis la zone, j'avoue que le deuxième mot ne m'aide pas trop. Donc, sur une échelle de 0 à 10, peut-être 1 pour comique. Je sais que c'est un mot qui existe. Voilà. Bah, c'est déjà une très bonne intuition. Tu vas voir que tu n'es pas loin du tout sur cette idée-là. Alors, je te pose pas la même question, Bigot, parce que je crois que tu connais un peu plus le jeu de ton côté, mais peut-être sans en dévoiler trop. À quelle occasion est-ce que tu l'aurais découvert, peut-être ? Moi, c'est un jeu qui m'avait tapé dans l'œil, mais vraiment très très fort, à travers les magazines de jeux vidéo de l'époque. Je sais plus si c'était Joypad ou un équivalent, et j'avais été complètement emballé par le pitch, le synopsis du jeu, et comme on dit par chez moi, j'avais été aussi espanté par les captures d'écran, les images du jeu. Et donc, j'étais très impatient et très enthousiaste à l'idée d'y jouer à l'époque. Mais finalement, j'ai raté le coche. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 2000, que j'y ai joué. C'était un des premiers jeux sur lesquels j'ai joué sur émulateur, je crois. Et oui, donc, sans trop en dévoiler, effectivement, il y avait 2 choses qui m'avaient vraiment marqué. C'était sa DA, qui est incroyable, et aussi sa difficulté extrême. C'est vraiment le jeu qui m'a fait découvrir la save state sur émulateur, véritablement. Juste, en fait, pour moi, dans mon imaginaire des jeux Sega Mega Drive, parce que c'est sur cette plateforme, moi, que je l'avais identifié, c'est un jeu que je rapproche un peu d'Earthworm Jim, avec un univers très, très prononcé, très original, mais aussi avec une difficulté assez ardue. Voilà. D'accord. Bah oui, c'est des choses dont on va avoir l'occasion de reparler. Et effectivement, sur le visuel, on est sur la fin de vie de la Mega Drive. En réalité, on est en 1995. Et donc, on va vraiment pousser les curseurs jusqu'au bout de la machine. Et ça va effectivement donner des choses assez impressionnantes visuellement. Bah écoutez, sans plus attendre, c'est parti. On lance le jeu. Hein, on met la Mega Drive en route. Le logo Sega apparaît, tournoyant sur fond blanc. On le connaît, ce logo Sega. Et alors, c'est pas le jingle bien connu qui retentit Sega. En fait, c'est une voix masculine qui se racle la gorge et qui fait une espèce de test micro. Elle fait test 1, 2, Sega, en chantonnant comme un crooner, suivi d'un petit rythme de percussion. Et alors, je crois
que c'est un slogan un jingle qui est vraiment unique à ce jeu-là en particulier. Ce qui est déjà assez particulier. Et il y a autre chose qui est assez unique dans ce jingle Sega, là, c'est que on a une main qui surgit du bas de l'écran, une main en noir et blanc, dessinée comme ça, avec un stylo entre les doigts, et qui écrit sous Sega, à la main, comme ça, Presents, avant de disparaître. Donc, Déjà. déjà, rien que dans la présentation du jeu. jeu. Petit riff au synthé, tandis qu'apparaît le nom du studio de développement, c'est le Sega Technical Institute, donc très très lié à Sega évidemment. C'est un studio américain qui a été fondé par Mark Cerny en 1990. Cerny, c'est un ancien développeur de Marble Madness, notamment sur Atari. Et l'idée, très rapidement, c'était de mélanger en fait aux États-Unis des développeurs à la fois américains mais aussi japonais pour le compte de Sega. Et alors, progressivement, assez rapidement en réalité, il y a eu en fait une espèce de scission entre les Japonais et les Américains, de chaque côté. Mais en gros, pour simplifier, les développeurs japonais se sont plutôt spécialisés sur Sonic, ce qui a donné Sonic 2 et 3 notamment, alors que chez les développeurs américains, on s'est concentré plutôt sur un jeu qui s'appelle Sonic Spinball, qui était un mix entre Sonic et du Flipper, qui est un jeu assez original. Et ensuite a donné lieu à Comic Zone, donc plutôt du côté américain en fait. Et donc sur une musique un peu synthétique apparaît le menu principal du jeu. On voit un personnage qui prend l'ensemble de l'écran. C'est un homme athlétique avec de longs cheveux blonds attachés en queue de cheval, avec une mèche sur le front, un regard plutôt sombre, déterminé, avec des petites lunettes de soleil rondes au vert foncé qu'il porte pas devant les yeux mais un peu en contrebas des yeux. Ça lui donne un côté un petit peu cool. Il a un t-shirt blanc, il a un gilet de cuir noir sans manches, bras musclés, une sorte de protection cloutée à l'avant-bras gauche, il porte des gants de cuir avec les doigts découpés. C'est le chanteur de Judas Priest, en fait. Mais c'est vraiment l'incarnation du grunge, voilà, de cette époque de rock alternatif, très à la mode dans les années 90. Il a une pose très dynamique. Ses deux mains ouvertes sont entourées d'un halo de lumière jaune, un peu dans le style BD, dans le style comics, comme s'il voulait traverser l'écran pour en sortir. Et ça va être très important. En arrière-plan, un dessin dans le style comics, là aussi, en niveau de gris, qui représente un New York complètement détruit, post-apocalyptique. On voit notamment au fond des ruines de gratte-ciel, il y a la tête de la Statue de la Liberté, écroulée au sol. En bas à droite, une créature un peu bizarre, une sorte de mutant, menaçant avec une barre de fer. Et là, dans un riff de guitare électrique, le titre du jeu, dans un cartouche comme ça, qui mélange le rouge et le noir, qui fait contraste avec les couleurs du reste, qui descend depuis le haut de l'écran, Comics, avec un X donc, Zone, avec Start et Option juste en dessous. Et donc on le devine rien qu'à l'écran de menu en fait, on va être plongé dans une esthétique qui va, effectivement, comme tu en avais l'intuition Blake, être celle des comics américains. Et alors, avant de se lancer dans le jeu, peut-être, j'avais une question quand même à te poser, à vous poser à tous les deux. Est-ce que tu connais bien ce monde-là des comics, Blake ? Est-ce que c'est un monde qui t'est familier ? Est-ce que c'est une forme que tu apprécies particulièrement ou pas du tout ? Alors, en fait, je ne connais pas du tout. Vraiment, j'ai jamais trop mis le nez dedans. Moi, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de la BD franco-belge, finalement, de par, encore une fois, mon papa. Et tout ce qui est comics américains, etc. Alors, j'en entends parler, bien sûr, parce que c'est des licences qui sont assez grosses aujourd'hui. Donc, avec les univers Marvel, etc., j'ai déjà dû voir des films. Mais j'avoue que sur tout ce qui est comics, vraiment, donc en soi, l'objet qui se lit, voilà, avec des dessins, etc., je n'en ai jamais lu et je suis pas particulièrement non plus familière avec les personnages ni l'univers. Donc j'avoue que si jamais il y a des références, petite piqûre de rappel me ferait pas de mal. Et toi, Bigot, où en es-tu au niveau des comics ? Alors, après les étapes, oui, on va dire classiques de la BD francophone, c'est plutôt moi vers les mangas en fait que j'ai été amené à aller vers avec les copains de l'époque. Les comics, moi j'y suis rentré par le biais des dessins animés, donc les fameuses séries animées Batman, qui étaient assez folles. Et quand après, je me suis intéressé justement aux comics, je me revois encore rien de la Fnac, je crois, dédié à ça. Et justement, ce qui m'a
perturbé dès le départ, c'est que justement, je tombe sur un comics Batman. Et en fait, je me rends compte que l'histoire qu'il raconte n'a rien à voir. C'est déjà une histoire parallèle par rapport à ce que je voyais en dessin animé à la télé. Et ça m'a vraiment créé un blocage. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense que ce côté, en fait, où tu te rends compte qu'il y a des arcs, en fait, non pas qui se suivent, mais qui se parallélisent, en fait, déjà au niveau budget, tu fais waouh! Parce que là, à l'époque, il n'y avait pas les scans, hein, donc tu te dis, où je passe ma vie assis dans un recoin de la Fnac à lire ça, je préférais pour le coup faire me peler les mangas. Et donc, le côté comics BD, ça m'a toujours un peu repoussé. Et j'y suis revenu, mais là aussi de façon détournée, par la critique qui en est proposée par Shyamalan. Il a fait un triptyque qui s'appelle c'est Incassable, Split et Glass, où justement un des personnages en fait est fan de comics et s'est orienté avec une lecture comics. Et là, j'ai bien aimé ça en fait, je vais dire, par rapport à l'angle qui était proposé justement sur ce regard-là et qu'apportent en fait les super-héros avec justement une critique de ce que ça représente. Donc c'était assez, ça m'y a fait un petit peu retourner avec un côté un peu plus méta, posé sur un peu plus de recul posé sur ce que sont les comics. Voilà. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu au mythe de l'Antiquité, quoi. Il y a une multiplicité de variations qui fait qu'on se perd un peu dans la narration, dans les histoires qu'on raconte et qu'on re-raconte et qu'on re-raconte. Mais bon, vous êtes pas forcément très très familier des comics, c'est bien, on sera 3. Moi non plus, j'ai pas baigné là-dedans du tout et j'y connais en fait très peu de choses. Je me suis un petit peu renseigné quand même pour préparer ce podcast. Et en gros, au début des années 90, on est, si je ne me trompe pas, hein, un peu dans l'ère moderne des comics américains, ce qu'on peut surnommer aussi un peu le Dark Age, après le Golden Age, etc. Avec des histoires qui vont devenir des histoires plus sombres, avec des personnages aussi plus violents, parfois des anti-héros. Et notamment la fondation en 92 de Image Comics par d'anciens dessinateurs vedettes de Marvel, avec des séries comme j'ai noté comme Spawn, Savage Dragon, Shadowhawk, etc., qui sont a priori des séries que je ne connais pas, hein, mais qui sont des séries où on va avoir des choses un peu plus violentes, un peu plus matures, qui vont vraiment remettre en question la figure traditionnelle, courageuse, brave, etc., du super-héros classique. Chez Marvel, il y a le renouveau des X-Men. Et puis également, une grande influence sur le jeu Comic Zone, ça va être des comics publiés par Dark Horse au début des années 90, qu'on connaît encore aujourd'hui, par exemple Sin City, qui a été adapté en film aussi un peu plus tard, ou Hellboy, par exemple, en 93, voilà. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, auditeurs, auditrices, hein, si vous avez des connaissances plus précises dont vous voudriez nous faire part en commentaire du podcast ou bien sur Discord, ça nous intéresse évidemment énormément. En cliquant sur les options, ça nous emmène sur une fenêtre assez stylisée où on est clairement devant la page blanche d'un dessinateur de comics. Il y a des feutres et des crayons sur le côté, il y a une gomme, une petite canette de soda, il y a également un rat, qu'on va d'ailleurs retrouver dans le jeu, qui est un rat domestique, hein, que je vous présenterai un peu plus tard. On peut choisir le mapping des boutons, customiser également un coup spécial, le blocage manuel ou automatique. Je passe sur ces détails-là, je vous présenterai plus en détail la manière de jouer un tout petit peu plus tard. On appuie sur Start, le menu s'efface, et le menu s'efface comme une page qui se tourne, littéralement, et nous emmène vers une introduction en image fixe, mais très stylisée. On a une musique qui est composée par Howard Rosin, qui est une musique tendue, sombre, un peu rappeuse, un peu sale, très grunge, très synthé, rock alternatif, mélange de basse, de guitare synthétique, de batterie un peu percutante. Bon. On est dans le New York contemporain, c'est-à-dire le New York de 1995. Il y a un panoramique comme ça sur les gratte-ciel de la ville. C'est une nuit orageuse. Il y a des éclairs qui traversent l'écran de part en part. On est dans des tons très bleu-gris. Et la caméra, comme ça, finit par s'arrêter sur un étage d'un building avec une gargouille comme ça au bord de l'étage qui surplombe le vide. Et à travers une grande fenêtre, on aperçoit comme ça la silhouette d'un dessinateur à sa grande table de dessin, surplombée d'une lampe comme ça qui l'éclaire. Et dans un flash lumineux, ça nous transporte à l'intérieur de l'appartement. Et effectivement, on a un plan serré sur ce dessinateur. C'est bien sûr le personnage qui était sur le menu principal du jeu, on le rencontre.
Les couleurs sont toujours très contrastées, hein. Il y a le jaune saturé de la lumière, et puis tout le reste un peu bleu-noir. Il y a vraiment une ambiance très comic book, très stylisée, un peu urbain, voilà, avec des tons très, très marqués comme ça. Et ça m'évoque, comme ça m'évoque énormément l'introduction de, d'ailleurs je ne sais plus lequel, mais d'un des Streets of Rage. Ça se télescope avec ça. qui est une référence évidemment pour ce jeu, on va y revenir. Ah, ok. Il a son rat domestique sur l'épaule, dont on parlait, dans l'éclairage comme ça très contrasté de sa lampe, et il est en train de tracer les contours de ses personnages d'une page de comics. Il a une page de comics devant lui. Soudain, nouveau flash lumineux, nouvelle image, tandis que la musique commence à s'emballer, alors qu'on a le personnage comme ça en frontal devant nous. Dans un éclair, un bras en noir et blanc, très musclé, sort de la page de dessin et attrape comme ça le protagoniste à la gorge, qui ouvre les yeux en grand, surpris par cette main qui l'attrape. Et on a un cut et 2 profils cette fois, on voit le personnage qui se fait attraper le col comme ça par un autre personnage qui est littéralement sorti de son dessin. C'est un personnage de comics, très grand, massif, en noir et blanc, parce que c'est comme une esquisse au crayon. Il a un chapeau de cow-boy sur son crâne rasé, il a des lunettes rondes, il a des moustaches très longues et tombantes, il a un manteau très cow-boy également, il a des mains de démon comme ça aux ongles crochus. Il fait penser un peu à un Lee Van Cleef mutant survitaminé, c'est la brute dans Le Bon, la Brute et le Truand. Je sais pas si tu vois ce personnage, Blake, Bigot. Oui. Et C'est un donc, mélange en fait de plein de DA différentes du coup. Enfin, il y a d'y avoir plein d'influences qui se télescopent finalement et qui se retrouvent sur ce personnage. exactement. C'est vraiment un personnage très baroque, très en relief et aussi très menaçant. Et il y a une réplique qui s'affiche au bas de l'écran. Regarde-moi, Sketch. C'est le prénom du protagoniste. Je ne suis qu'un dessin, mais je serai libre très bientôt, aussitôt que tu seras mort. On apprend au passage donc que notre personnage s'appelle Sketch, ce qui est plutôt pertinent hein, pour un dessinateur de comics. Cut sur un flash lumineux. On retrouve le même plan frontal sur la table à dessin, mais cette fois-ci, c'est le méchant qui est là. On voit un stylo à la main, tandis qu'il y a un tourbillon d'éclairs qui s'abat sur les comics en train d'être dessinés. « Je ne peux pas te tuer ici, dit-il, mais je connais l'endroit parfait pour le faire. Bon voyage !» Ouah, ah, ah, ah. Rire sardonique avec le processeur sonore de la Mega Drive en voix digitalisée. Ah, génial. Ça doit crachouiller. Ah, c'est génial. Et on comprend donc que Sketch a été transféré dans le comics. Et donc le jeu va se dérouler à l'intérieur de sa propre bande dessinée. L'épisode 1 s'affiche La Nuit des Mutants. Toujours avec un petit riff musical en arrière-plan là, qu'on croirait directement sorti d'un album de Nirvana. Hein. Le premier niveau apparaît, on est donc dans une page de comics, on voit une case de BD, délimitée donc par des bords blancs, hein, et le bord de l'écran d'ailleurs permet d'avoir un aperçu des cases contiguës latéralement, verticalement. Sketch donc tombe dans la première case, il se relève, il est dans une case qui représente une espèce de centre de commande un peu futuriste avec des ordinateurs en pagaille autour, comme ça, de lui. Un cadre jaune, en haut, indique qu'on se trouve non pas à New York, mais à Newer York, donc voilà, la nouvelle York, et on est dans le centre de commande du New World Empire. Oh yeah. Oh, ça jette, ça en jette. Hein. Ah bah, tout un programme. Appuyé sur le rebord d'un bureau, juste à côté de lui, une jeune femme, avec les cheveux bruns, courts, lunettes noires aussi, tout le monde porte des lunettes noires dans le jeu. Elle porte une combinaison grise, elle accueille Sketch en lui disant qu'il doit être l'élu. Elle se présente elle-même comme un général, en fait, dans l'armée du New World Empire. Elle s'appelle Alyssa Cyan. Et on apprend d'ailleurs au passage le nom complet de Sketch, il s'appelle Sketch Turner. Et qui a un air de déjà-vu, qui ressent en tout cas un air de déjà-vu, et qui comprend à son tour hein, qu'il est dans sa propre BD, et qu'il rencontre ses propres personnages. Alyssa, en fait, c'est le personnage qu'il a créé lui-même. Tous ces dialogues, d'ailleurs, entre les personnages vont se dérouler à travers des phylactères, donc des bulles de BD, en fait, hein, qui apparaissent, qui disparaissent, comme dans un vrai comic book. Et généralement, en fait, le jeu va jouer énormément sur ça, sur le support physique. On a vraiment l'impression d'être dans une bande dessinée. Et alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, dans le manuel du jeu sur Mega Drive,
il y avait en fait un extrait du comic book censé être écrit par Sketch, qui a une sorte de prologue en réalité, où on voit Alyssa qui se bat contre des mutants, etc. Il y avait même une fausse interview de Sketch Turner juste avant. Et je propose qu'on mette le lien en description du podcast pour celles et ceux qui voudraient aller voir à quoi ça ressemble. Alors que Sketch essaie de faire comprendre à Alyssa qu'il n'est pas du tout le super-héros qu'elle attend pour sauver la ville, elle hausse les épaules, elle écoute pas trop, elle lui confie une mission. La mission, c'est de trouver la planque des ennemis qui se situe dans la ville. Elle lui donne des objets aussi pour la mener à bien. Donc il y a des objets par terre. Il y a 3 objets qui sont des petits dessins en noir et blanc en fait, qu'on peut ramasser en se baissant. Donc il y a un flacon de médicaments, il y a un couteau, il y a des bâtons de dynamite. Et donc au niveau de l'interface, ça me permet de parler de l'interface, elle est assez simplifiée en réalité, puisqu'il y a uniquement 3 cases en haut à droite de l'écran où vont se loger les différents objets. On peut en avoir 3 en permanence. Un bouton de la manette de Mega Drive, donc manette à 6 boutons, est associé à chaque slot d'objet. Et puis en dessous, il y a une barre horizontale verte qui symbolise la santé de Sketch. Alyssa ne nous en dit pas plus pour l'instant, elle nous souhaite bonne chance, elle nous dit qu'elle restera en contact, et là apparaît une énorme flèche jaune en direction de la droite, au bord de la case, et donc qui nous invite à aller dans la case suivante de la BD. Il faudra toujours attendre qu'il y ait cette flèche jaune énorme qui s'affiche comme ça et qui clignote pour pouvoir passer d'une case à l'autre, et donc en dirigeant Sketch vers la droite, il va passer d'une case à l'autre en enjambant la séparation blanche entre les cases. Et donc il y a un effet très méta de mise en abîme qui est super bien pensé, qui est vraiment unique en son genre, à ma connaissance. Alors je vais pas commenter chaque case, mais il y a vraiment un superbe travail sur des couleurs très contrastées, sur les environnements en 2D, mais avec des effets de premier plan, d'arrière-plan, qui nous donnent donc, comme je disais, l'impression de nous balader vraiment à l'intérieur d'un comics. Grosse inspiration des développeurs. Alors je sais pas si tu vas avoir à quoi ça fait référence, Blake, mais c'est un clip musical qui est le clip de Take On Me de AA. Oui, exactement. Je possède la référence, effectivement. Et oui, ça m'a fait penser à ça directement quand on a parlé donc des personnages, des esquisses finalement qui prennent vie. Et ce clip, excessivement 80s, avec du coup des esquisses qui se retrouvent projetées dans la vie réelle. Et c'était un peu l'époque de ce genre de truc. Enfin, je pense notamment avec le film Roger Rabbit, etc. On aimait bien mettre en scène finalement projeter dans la réalité des personnages de fiction, notamment sur tout ce qui est BD. Enfin, là, c'était plutôt les Looney Tunes, donc ça va être plutôt du dessin animé, mais je pense que le parallèle est vite fait entre le mec qui se retrouve projeté dans ses comics et puis les caractères les personnages de cartoon qu'on emmène dans la vraie vie. Et je pense que c'est un peu l'époque en fait à laquelle on fait un petit peu ce genre de concept, ouais. Bah oui, totalement. Et en plus, dans Roger Rabbit, je me souviens qu'il y a aussi tout un discours très très méta sur la création en fait elle-même des cartoons, tout un discours en fait sur le lien entre le créateur et la créature, ce genre de choses qu'on va retrouver effectivement aussi là-dedans. On arrive dans une deuxième case donc qui nous place vraiment dans l'atmosphère. On est vraiment dans du post-apocalyptique à fond, avec des ruines de bâtiments futuristes un peu partout. La case est d'ailleurs plus large horizontalement. Le jeu va beaucoup jouer là-dessus, sur la grandeur des cases, soit en verticale, soit en horizontale, pour créer de la variété dans les environnements, dans les mécaniques. Une bulle carrée jaune nous indique qu'on est dans un quartier anéanti de la ville. Et effectivement, d'ailleurs, il y a la fameuse tête de la Statue de la Liberté par terre, qu'on a déjà vu sur la page de menu du jeu, qui fait penser d'ailleurs à un autre film des années 70 qui est La Planète des Singes. Et d'un seul coup, une main, celle qui avait déjà écrit Presents sous Sega à la mise en route du jeu, apparaît depuis le bas de l'écran. C'est en fait la main du méchant depuis le début. Méchant qui s'appelle Mortus et qui dessine en direct une créature à l'intérieur même de la case. C'est un mutant aux mains et aux muscles énormes, rouge-orangé, et que Sketch identifie tout de suite parce que c'est aussi un personnage qu'il a lui-même créé, qui s'appelle Gravis. Et donc on arrive dans le cœur du gameplay de Comix Zone, c'est le moment de l'expliquer un petit peu, c'est avant tout un beat'em all en fait. C'est un jeu de combat comme ça, à progression narrative, qui était un genre très à la mode à l'époque. On avait eu notamment Streets of Rage 1 et 2
au début des années 90, également sur Mega Drive, qui avait eu un succès énorme, à la suite d'un autre succès un peu plus tôt, à la fin des années 80, qui était celui de Double Dragon. Et bien sûr, en parallèle, des jeux de versus fighting comme Street Fighter 2 en 1991. Et également, c'était un genre qui a toujours été très en lien avec l'univers des comics, en fait, parce qu'on a eu à la même époque les Tortues Ninja Turtles in Time sur Super NES. On a eu aussi un beat'em all X-Men. Et donc, on retrouve une sensation très, très arcade. Hein. On peut sauter, coup de poing, coup de pied. On a des coups spéciaux, on a une garde. Et ce qui va s'ajouter à ça, c'est le plaisir visuel énorme. C'est qu'à chaque coup qu'on donne à un ennemi, en plus du design sonore, en plus des voix digitalisées super cool, on a des pow, whack, slam qui s'affichent, des onomatopées comme dans une vraie BD. Et à chaque coup d'ailleurs, il y a aussi des petits morceaux de papier qui s'envolent comme si on abîmait la page elle-même. Bon, il y a vraiment une synergie très très forte entre la forme et le fond. Et donc le côté arcade donne une difficulté très importante. Vraiment un jeu qui a une réputation d'être très très difficile à finir. Et puis en même temps, on a une Mega Drive poussée vraiment au bout de sa puissance vers la fin de sa vie, alors que en parallèle sont en train de sortir la PS1 et la Saturn qui vont aller vers des jeux en 3D. En termes d'ambiance, par rapport à ce que tu viens de dire, Oxido, il y a vraiment des parallèles assez forts que je fais avec, je crois que c'est Turtles in Time sur Super Nintendo. Tu l'as dit, hein, l'univers Tortue Ninja, en fait, où il y a aussi déjà ces onomatopées qui pop. Et là, de la même façon qu'on a la main donc de Mortus qui vient dessiner dans la case, dans le jeu, il y a quand le mode 7 là, de la Super NES est utilisé pour que quand les tortues balancent en fait un ennemi là, il vient se fracasser sur l'écran avec un effet de vitre brisée en fait en sens inverse. Et il y a cette même saveur en fait de jouer sur le côté méta effectivement, littéralement de briser le quatrième mur. Et on retrouve cette ambiance là. Et ouais, tu vois, tu parles de beat'em up, effectivement il y a cet aspect là. Et vraiment le côté, moi j'avais peut-être que tu vas y venir, mais il y a vraiment, je me souviens d'une richesse de coups possible en fait dans le jeu assez folle. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais il y a pas de profondeur de champ. Hein. Tu es toujours sur du 2D. Je me souviens plus de ça pour le coup. Ouais, c'est un gameplay 2D très c'est ça, sans hein. aucune Ouais. profondeur de champ, contrairement à Turtles in Time par exemple. Oui. Mais avec surtout des effets de profondeur dans le design en fait. C'est dans la direction artistique avec des choses au premier plan, à l'arrière-plan. Il y a des ennemis qui vont jouer un peu là-dessus, qui vont aller à l'arrière-plan, qui vont revenir sur un plan où on peut les toucher. Donc c'est plutôt sur le design et la richesse visuelle que ça va jouer. Et du coup, est-ce qu'il y a toujours l'intervention de la main qui vient pour dessiner tous les ennemis ou est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel? Non, c'est ça. En fait, la main va venir dessiner tous les ennemis au fur et à mesure et en fait va en rajouter au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on en bat un, bah il va revenir en dessiner deux autres. Et le principe, c'est que on va devoir traverser chaque case en dégommant tous les ennemis. Ça reste du beat'em all avec Mortus donc qui en dessine de nouveau régulièrement et on ne peut pas quitter la page avant d'avoir dégommé tous les ennemis et avant d'avoir cette fameuse flèche clignotante qui apparaît en bord de case. Alors j'avais une question que je voulais te poser aussi, Blake, parce qu'on parle de beat'em all. Quel est ton historique avec ce genre de jeu? Est-ce que c'est un genre que tu apprécies, dont tu es familière aussi, que tu aimes bien ou pas forcément? Parce que je sais que, bon, voilà, Bigot en a parlé, il y a Sailor Moon quand même. Oui, et ben alors malgré Sailor Moon, j'ai un passif avec ce genre de jeu qui est vraiment très limité, un petit peu comme les comics. J'ai joué pas trop à ce genre de jeu quand j'étais plus jeune. J'en ai essayé quelques fois, mais c'est vrai que je me souviens d'avoir été assez rapidement frustrée par ce genre de jeu, notamment parce que je maîtrisais pas du tout les combos, les différents coups qu'on pouvait faire, etc. Soit parce que j'avais pas les notices, ou parce que j'avais pas un pote à côté qui pouvait me dire comment est-ce qu'on jouait au jeu tout simplement. Et je suis plutôt une joueuse qui est assez centrée autour des histoires, du lore, etc. Et en fait, alors peut-être que c'est moi qui ai pas prêté attention, mais globalement, en fait, les beat'em up, j'y trouvais peu d'intérêt parce que ceux que j'avais pu essayer, en fait, proposaient pas forcément ce genre de truc dedans.
Et quand on m'a embarqué pour Sailor Moon, qui pour le coup est un gros beat'em up, j'avoue que j'ai essayé plutôt par curiosité parce que je voulais redonner une chance en fait à ce genre de jeu. Et ce qui m'a fait rester, c'était la possibilité de pouvoir jouer à deux en fait. Et je pense y trouver plutôt plus d'intérêt en y jouant à plusieurs. Oui, ce qui n'est pas le cas dans Comic Zone, qui est un jeu purement solo. Ok. Effectivement, c'était très, très courant d'avoir des jeux où on pouvait jouer à plusieurs, à 2 manettes notamment, dans ce genre en particulier. Et donc, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, effectivement, c'est un jeu qui est difficile à maîtriser. Il y a beaucoup de combos, beaucoup de richesse dans le gameplay de combat, mais il y a quand même la possibilité de customiser, comme je le disais, dans les options, pour avoir par exemple une garde automatique qui simplifie beaucoup les choses, pour choisir un coup spécial qui permet aussi d'avoir plus de facilité à combattre les ennemis. Parfois, on a le choix entre plusieurs chemins à l'intérieur de la page, comme pour la 3e case d'ailleurs de cette première page. On peut aller soit à droite ou bien vers le bas, sachant qu'à terme, les chemins vont forcément se rejoindre. Quel que soit le choix qu'on fait, on traverse pour le coup ici des zones urbaines dévastées. Alors on tape des barils, on tape des bouches d'égout pour se frayer un chemin. Et puis dans une case, on dégomme de nouveau Gravis, là qu'on a vu, cet ennemi qu'on a vu à plusieurs reprises d'ailleurs. Et puis on peut péter une cage dans laquelle on retrouve notre rat apprivoisé. C'est vrai. Qui s'appelle Roadkill, qui prend un slot dans l'inventaire comme un objet, mais qui est très 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 utile parce qu'il va nous permettre d'aller débloquer des choses. Il va y avoir un petit aspect puzzle game dans certaines cases du jeu, et donc on va le garder précieusement, évidemment. Et surtout, il gratte ça. Attends, est-ce que je dis pas une bêtise là-dessus? Mais je me revois le sortir quasi systématiquement dans toutes les cases, parce qu'en fait, il peut déceler des bonus qui sont cachés. Et là aussi, il y a un côté méta qui est super sympa, c'est qu'il gratte la page et on peut récupérer notamment des items. Et ça, c'était. Oh, c'est trop. Il sortait. Enfin, mon rat, Roadkill, il était indispensable en fait. Absolument indispensable. Il gratte la page, il va activer des switches, il va aussi pouvoir attaquer les ennemis. Il est un peu électrifié, donc il peut nous aider à tuer les ennemis. Mais j'ai une question. On tape qui, en fait? Parce que du coup, là, t'as parlé du méchant du début qui revient, mais j'imagine qu'il a des sous-fifres. Enfin, on doit attaquer d'autres trucs. Alors en fait, ce sont les créatures qu'il dessine. C'est eux qu'on tape, et en fait, ce sont des espèces de mutants. Alors on sait pas trop quel est leur objectif pour l'instant, mais on devine qu'ils sont à la solde de Mortus. Et si on lit en fait la petite bande dessinée qui est dans le manuel du jeu, on comprend qu'en fait ce sont des mutants qui veulent annihiler l'espèce humaine et qui veulent prendre le pouvoir sur le monde. Voilà, un scénario plutôt classique de science-fiction post-apocalyptique. Et donc nous, notre rôle, c'est de les en empêcher, bien sûr. Voilà. De bien sombres dessins. Ah bah, totalement. Au niveau des objets, il faut pas donc hésiter à les utiliser, car on en a de nouveau assez constamment, et puis de toute façon, les emplacements sont assez limités, notamment pour se soigner, parce qu'on prend quand même pas mal de beignes, et puis taper dans des objets nous fait perdre de la vie aussi, taper dans des portes pour les casser, taper dans des barils, etc. Il y a des objets assez puissants, notamment un qui est vraiment utile, c'est un point qui transforme brièvement Sketch en super-héros, très caricatural, un peu à la Superman, il a comme ça les gros muscles et tout, les gros et qui permet... et tout, là. Avec un slip rouge, là, c'est ça? Avec un slip rouge et une cape. Ça y est, ça me revient. Et qui lui permet de déchirer comme ça toute la case, ce qui élimine instantanément tous les ennemis de la case, ce qui est vraiment évidemment très utile, ce qui est très utile aussi contre les boss qu'on va rencontrer. Très 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 stylé, très méta encore une fois. Ça joue énormément là-dessus. On sent que c'est un jeu qui a été créé par des Américains, très infusé comme ça, j'ai envie de dire, dans la culture comics, et qui est vraiment un hommage à toute cette culture comics de cette époque-là, qui n'est pas une adaptation en tant que telle d'un comics en particulier, puisque le personnage de Sketch Turner n'est pas un personnage de comics au départ, mais qui est comme ça une sorte, comme tu le disais Blake, de mélange d'influence de toute ce monde, ce domaine des comics de cette époque-là. En poursuivant nos pérégrinations dans les bas-fonds de Newer York, et en descendant aussi vers le bas de la page,
concrètement, on arrive dans des égouts verdâtres, peu ragoûtants, où on découvre un nouvel ennemi d'ailleurs, qui s'appelle Strigil. C'est un mutant aquatique, une sorte d'aquaman un peu dégoûtant, avec un masque d'algues comme ça, très agile, hein, qui nous attaque avec des énormes harpons, qui peut sortir de l'eau pour se suspendre aux tuyaux qui pendent un peu partout en haut des cases. Nous aussi, on peut le faire d'ailleurs. C'est ça, oui. Ce qui donne du tabassage à coups de pied alors qu'on est suspendu à un tuyau. Oui. Ce qui fait varier le combat et ce qui est assez sympa, quoi. Et surtout, c'est une position dans laquelle on est super tranquille, on perd pas trop de vie, on est ultra puissant dans cette position-là. Contrairement à la vraie vie, où quand tu fais de la barre parallèle, t'as l'air vachement moins malin, mais oui. Exactement. Surtout qu'on peut y rester suspendu autant de temps que l'on veut, alors que, bon, c'est un peu compliqué normalement. D'où les gros muscles, etc. D'où les gros muscles. Certaines répliques de sketch sont assez savoureuses, par exemple, c'est comme ça que tu traites ton créateur, en se prenant un ion et puis en rebalançant un derrière. Bon. Dans une salle latérale, on trouve une énorme caisse posée au-dessus d'une trappe. Alors, il faut pas faire l'erreur de la taper parce que sinon elle explose. Il faut plutôt monter dessus pour activer un interrupteur. Bon, c'est juste un exemple de ces légères mécaniques de puzzle, voilà, hein, dont je parlais tout à l'heure, qui donnent une petite respiration entre les phases de baston. Ça va jamais très très loin, hein, mais bon, ça peut permettre de faire une petite parenthèse. On arrive, bon an mal an, jusqu'en bas de la page, sur un pont, comme ça, souterrain dans les égouts, comme ça, où on défonce une nouvelle fois Gravis, et qui d'ailleurs, en s'envolant à la suite de nos coups vers la droite de la case, va carrément déchirer les bandes de séparation blanches qui sont entre deux cases. Donc là, on va vraiment à fond hein, dans le méta, dans la mise en abîme. C'est vraiment super jouissif hein, de pouvoir manipuler comme ça le matériau même du niveau, le support physique. Il faut faire un peu gaffe à ce moment-là, il y a des ennemis volants qui sont pas évidents à taper en l'air comme ça. Et puis, après un dernier long saut à faire pour arriver tout en bas à droite de la page, pas si facile que ça d'ailleurs, la mort est très punitive dans le jeu, hein, puisqu'on recommence vraiment au tout début de la page, il n'y a pas de système de continu, etc. Oh, wow. Eh bien, Alyssa nous gratifie d'un « Well done, Turner !» et on arrive sur un dessin de sketch en super-héros, avec une jauge super-héros-metteur, qui est en gros un score qui se remplit en fonction des combos, des finishers, etc. C'est un objectif un peu hardcore, supplémentaire, bon, pas du tout indispensable hein, pour avancer dans l'histoire. Et on a fini la première page du jeu, la première page de comics du jeu. On arrive sur une deuxième page. On est toujours dans la nuit des mutants, qui est le repère des... Deuxième page qui est le repère des méchants. On tabasse une porte blindée, ou alors mieux, on utilise de la dynamite, si on en a, hein, pour éviter de perdre de la vie. Et nous voilà dans un laboratoire sordide, pleine de machines bizarres. Sketch se rend compte qu'il ne connaît pas cette page-là, d'ailleurs. C'est la suite de l'histoire, mais qu'il n'a pas encore écrite ni dessiné lui-même. Donc là, on arrive dans l'inconnu. Petite mécanique de puzzle qui nous invite à envoyer notre rat en dessous de pales de ventilateur pour aller le désactiver, pour qu'on puisse passer, tandis que en même temps il y a des cocons dignes de Cthulhu là, hein, qui descendent du haut de l'écran, qui propulsent des creepers comme ça, qui viennent s'ajouter aux ennemis qu'on a déjà rencontrés, qui sont eux-mêmes aussi dessinés au fur et à mesure par Mortus. Hein. Bon, je passe les détails de tous les combats, mais ça devient déjà un peu intense. Hein. On se fraye un chemin à travers des cases qui sont souvent très larges, avec beaucoup d'ennemis, et les environnements sont toujours super beaux. On sent que progressivement, on s'enfonce de plus en plus dans les entrailles d'un laboratoire qui a l'air vivant. C'est-à-dire que sur les murs, il y a des yeux, des câbles un peu organiques, comme si tout le complexe était possédé par un organisme vivant. Et peu à peu, tout en combattant les ennemis, on apprend des infos quand même sur ces fameux mutants, et on arrive dans une zone de stockage en fait où les mutants sont en train de faire naître de nouvelles créatures. Et effectivement, on arrive dans une immense case avec des alvéoles comme ça sur le mur avec des hublots. On voit qu'ils sont remplis d'un liquide verdâtre. Et évidemment, il fallait s'y attendre. C'est le centre d'élevage. Et les hublots éclatent comme ça les uns après les autres, libérant des sortes de larves, scorpions, mini-dragons, là, avec des pointes, des membres en forme de cisaille qui nous attaquent. Bon, la mise en scène, en fait, elle-même, est vraiment super travaillée. Il n'y a pas un seul environnement qui n'est pas unique en son genre. Et vraiment, on a l'impression de se balader dans un film de science-fiction, en réalité. Et c'est génial, en fait, une nouvelle fois, l'exercice là, que tu nous le racontes, parce que, alors peut-être que c'est très perso, mais la difficulté est telle que
quand on joue, en fait, on prend très peu le temps de se poser ou de mettre pause pour regarder en fait ces détails de mise en scène et de. Au bout d'un moment, on oublie la main qui dessine les monstres et tous les détails là dont tu parles, au niveau de la description de l'arrière-plan et tout ça. Il y a la scène iconique d'introduction avec effectivement la tête de la Statue de la Liberté, ça marque, mais après le reste, c'est vrai que c'est un brainwash absolu parce que c'est très compliqué. Moi, je crois que j'ai mis peut-être 3 heures de jeu pour me rendre compte, effectivement, quand on tapait des objets, ça, je crois que c'est le truc le pire. On perd de la vie, ça, c'est vraiment le truc qui rend fou. Et la vie, on en manque beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Du coup, Oxydo, tu disais que tu avais joué à ce jeu-là quand tu étais en primaire ou quelque chose comme ça, et qu'il a une difficulté extrême. Alors, je n'ai, je crois, jamais passé à l'époque le bout de la première page. C'est-à-dire que vraiment, je faisais uniquement la première page en boucle. Et Ok. j'aimais beaucoup ça. Je suis peut-être une fois arrivé à la 2e page, mais pas plus loin. Ce n'est que bien plus tard, effectivement, sur émulation, en redécouvrant le jeu, que j'ai réussi à aller un peu plus loin, mais jamais à le terminer d'ailleurs. Et là, très très honnêtement, hein, pour faire le racontage de toute l'histoire, la fin du jeu, je l'ai regardé sur un let's play parce que je ne suis pas capable, je pense, d'y arriver tout seul. C'est trop difficile. C'est vraiment un jeu qui est connu, réputé pour sa difficulté. Et là, j'ai une grande question, moi, par rapport à ce que tu vas nous raconter, c'est combien ce jeu a-t-il de niveaux? C'est vraiment la grande question Enfin, on va voir ça, quoi. Mais vraiment, je me dis, mais... Enfin, déjà, je crois que je suis arrivé peut-être au monde 2, tu vois. Même avec les save states et tout ça, mais ça me rendait tellement fou que j'ai arrêté à ce niveau-là, quoi. Et donc, j'imagine même pas, voilà, jusqu'où ça va dans la difficulté. Peut-être qu'à un moment, il y a une pause, je sais pas. En fait, On verra. il est pas si long que ça. Tu vas voir, mais il n'est pas si long que ça, mais il est tellement Bien. difficile qu'il paraît plus long qu'il ne l'est. D'accord. On va hâte de voir ça. Une fois débarrassé de ces créatures là qui sortent de ces hublots, dans la case juste après, eh bien on arrive au boss du premier épisode, puisque chaque épisode se fera en 2 pages de comics. C'est une énorme créature serpentine qui s'appelle Big Mama et qui pend du plafond comme ça et qui nous accuse d'avoir détruit toute sa progéniture. Bon bah c'est pas faux, hein. Combat épique, hein, évidemment. Bon moment d'ailleurs pour utiliser par exemple le pouvoir du super-héros pour déchirer toute la page, hein, faire beaucoup de dégâts. On se bat, on réussit à tuer ce dragon. Un petit téviré, hein, de la part de Turner, qui a toujours le mot pour rire, toujours la petite punchline, hein, voilà. Et puis un petit well done Turner, hein, de la part d'Alyssa. Et on a fini le premier épisode. Attendez, c'est un peu court, jeune homme, là, parce que ce boss-là, maintenant je m'en souviens, mais ça aussi, c'est plusieurs heures de jeu pour le finir, non? Enfin, ou c'est moi qui suis vraiment nul. Il Pour est pas tuer si le boss, compliqué que tu ça veux dire? Ah, je me souviens de pareil, que j'avais... Mais Ah bah, comprendre oui, les il choses. est difficile. Enfin, mais après, bon. Je Voilà, sais pas s'il y a c'est- aussi il y a une barre de vie peut-être assez conséquente aussi. Enfin, c'est Alors, un monde c'est un monde en lui-même, quoi, ce boss. Je crois qu'on Non ne voit pas les barres de vie. Mais Ouais, oui, mais- ça prend beaucoup de temps pour maîtriser de toute façon le système de combat. Et donc, effectivement, il y a un côté un peu die and retry. Il y a un côté arcade, en fait. Hein, je parlais du arcade tout à l'heure. Tout à Il y fait. a un côté arcade qui est très très poussé, hein, qui incite à aller jusqu'à un boss, se casser les dents dessus, tout refaire, y retourner, réessayer de nouveau, jusqu'à apprendre les patterns et jusqu'à pouvoir le passer. Et en fait, à l'époque, dans les années 90, c'était une mécanique sur laquelle beaucoup de jeux jouaient en réalité pour augmenter un peu la durée de vie. C'était ce côté un peu de difficulté un peu exponentielle qui demandait de refaire les jeux. Et alors, j'ai envie de vous proposer, puisqu'on arrive à peu près au milieu de mon racontage environ, hein, si ça vous dit, eh bien, un petit interlude. Voilà, parce Bien que, sûr. bon, j'ai préparé un petit mini-jeu, quelques petites questions qui ne parlent pas directement de jeux vidéo en réalité, parce que puisqu'on parle de bande dessinée, de comics, bah, si vous le voulez bien, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit jeu là-dessus. On est L'idée- extrêmement calé en comics, donc je pense que ça devrait pas poser de problème. Il y a aussi de la bande dessinée franco-belge, c'est pour ça. Si vous le voulez bien, je vais vous décrire en fait des cases de BD. C'est à chaque fois une seule case, qui sont donc des cases assez connues, voire très connues, de la BD, donc soit BD franco-belge, ça peut être la BD américaine, ça peut être de la BD japonaise aussi, du manga. Et avec mes indices, vous devez trouver ce que c'est que cette case, d'où elle vient. Voilà.
Est-ce que ça vous Trop tente? cool. Mais oui, ça a l'air bien comme jeu, j'ai trop hâte. Bon, Go. écoutez, lançons-nous. Alors, première case. C'est une très grande case qui prend les 3/4 de la page de l'album où elle est. On y voit un paysage désertique, l'horizon au fond avec au-dessus de l'horizon le ciel étoilé, nocturne. Tout en bas, au milieu, il y a un personnage minuscule, parce que pris dans l'immensité de ce paysage désertique. Et à droite, il y a un immense engin de transport aux carreaux rouges et blancs. Et le personnage dit « Ça y est, j'ai fait quelques pas, pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'humanité. » Est-ce que tu es capable de compléter cette réplique, cher Blake? Alors la réplique, je sais d'où ça vient, mais la réplique, je ne m'en souviens pas du tout. La réplique, c'est le titre de l'album, en fait. Ah, on a marché sur la Lune? Eh oui, bravo, bravo, bien sûr, c'est « On a marché sur la Lune ». Tintin, qui marche pour la première fois sur la Lune, 1954, hein, donc 15 ans avant Armstrong, hein, quand même. Précurseur. Précurseur. Deuxième case. C'est une toute petite case qu'on retrouve d'ailleurs très régulièrement. C'est pas une case unique dans cette bande dessinée, c'est une case très habituelle. Elle représente un petit abri et avec à son sommet un personnage allongé qui dort sur cet abri. Et au-dessus de lui, il y a un simple phylactère avec un grand Z à l'intérieur. Et c'est un personnage un peu particulier parce que c'est un personnage qui n'est pas un humain. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je pense que ça me dit quelque chose, mais Bigot, est-ce que tu veux répondre? Non, je t'en prie. C'est Snoopy sur sa niche? Oui, c'est Snoopy. C'est Snoopy qui dort sur sa niche. Et oui, Snoopy, un des Peanuts de Charles Schulz aux États-Unis, voilà, qui a l'habitude de dormir comme ça, la tête en face des étoiles, sur sa niche. Avec Woodstock sur son nez. Oui, avec Woodstock, le petit canari, le petit poussin. Là. Une grande case, cette fois-ci, tout en verticalité. Sur un fond rouge orangé, stylisé d'ailleurs ce fond en explosion, il y a marqué en haut un immense Break You, en haut de la page. Et on voit deux personnages. Il y en a un qui est derrière, qui est massif, qui a un masque, qui a une combinaison qui rappelle celle des catcheurs. Il porte l'autre personnage à bout de bras, et dans une prise qui est une prise extrêmement violente, il descend comme ça le corps de ce deuxième personnage, il vient briser son dos sur sa jambe relevée, dans un crrr, comme ça qui s'affiche en diagonale sur la case. Et l'autre personnage est un fameux super-héros. Et le personnage qui casse le dos de ce personnage, c'est un fameux super vilain. Est-ce que vous voyez à quoi ça fait référence? Moi, je pense que je vais prendre l'appel à un ami pour celle-ci. Je n'ai absolument pas la ref. Scène, pour donner un petit indice, qui a été réutilisé dans un film, qui a été montré dans un film une vingtaine d'années plus tard. Voilà, je vois pas du tout. C'est de l'ordre du comics ou du manga? On est dans des comics. Dans les comics américains, c'est un super-héros très très connu des comics américains. Est-ce que c'est Superman? C'est pas Superman. Aïe. Ah, c'est Batman? C'est Batman, effectivement. C'est dans Nightfall, dessiné par Jim Aparo, en juillet 1993. C'est le moment où Bane casse comme ça le dos de Batman sur sa jambe. Scène qu'on retrouve dans Batman The Dark Knight Rises, dans le film de Nolan, hein, et qui est très fameuse parce que c'est le moment, justement un moment dans ce renouveau des comics américains, dans un côté un peu plus sombre, un peu plus mature, où on a cette déchéance en fait de Batman qui va marquer les esprits à l'époque. Et du coup, qui est Bane? C'est l'antagoniste, c'est ça? Ouais, Bane c'est l'antagoniste, c'est une espèce de... Il a une tête de catcheur en fait. Dans le film, il ressemble un peu à autre chose. C'est Tom Hardy qui le joue avec un masque qui ressemble plus à un espèce de masque à gaz un peu futuriste. Mais effectivement, c'est un grand ennemi de Batman, ultra puissant, qui est le seul, je crois, de souvenir physiquement à pouvoir, à mettre en défaut Batman sur le plan physique en fait. Une grande case, plus large que haute cependant. On y voit 3 hommes en bas à gauche, au premier plan, perchés sur un éperon rocheux. Ils regardent un paysage comme ça qui est fait d'un immense maquis avec au fond une ville en hauteur. Et à travers la forêt, on voit
plusieurs colonnes de personnages qui se rejoignent progressivement en poussant des cris de cochons sauvages, groink groink, comme des cris de guerre. Et l'un des 3 personnages, en bas à gauche de la page, commente. Et ils sont tous là, mes grognards. Regardez là-bas la colonne qui arrive en retard. Ah, Austerlix, son chef, a du mal à se lever tôt. Est-ce que vous connaissez cette case de bande dessinée, cet album de bande dessinée? Je pense que les maquis donnent un indice. Est-ce que ce serait pas Astérix en Corse? C'est Astérix en Corse, 1973. Et alors la blague suivante, donc on est en face du maquis où effectivement tous les Corses viennent lutter contre les Romains. Et la blague suivante du personnage, c'est il est célèbre chez nous le sommeil d'Austerlix. Une blague sur le soleil d'Austerlitz, Napoléon, la Corse. Bon, bref, on est chez Uderzo et Goscinny. On est revenu dans la BD franco-belge classique. Autre proposition, on est cette fois-ci au Japon. C'est une immense case qui prend toute la page. On y voit un paysage semi-urbain, enfin c'est surtout des maisons individuelles dans une zone qui est plutôt résidentielle, assez boisée, calme. Et au premier plan, qui prend vraiment tout le premier plan, on a les ramures d'un arbre en fait. Et un personnage qui est un homme habillé de manière très très normale, qui est monté dans l'arbre, qui a enlevé ses chaussures et qui s'est allongé comme ça dans l'arbre. Il a des lunettes, il est habillé comme on irait au travail. Et on sent qu'en fait il a quitté sa route comme ça pour méditer d'un seul coup sur cet arbre. Est-ce que vous connaissez ce manga, roman graphique qui raconte l'histoire d'un homme normal mais qui d'un jour décide de sortir un peu de sa routine quotidienne? Blake, je te laisse répondre. J'allais dire de même. Je suis super intriguée du coup Ah ouais? parce que j'ai très envie de voir cette case en fait avec cet arbre, etc. Ça donne super envie, mais ça me dit rien du tout là comme ça. Bah écoutez, c'est un conseil que je peux donner aussi aux auditeurs, aux auditrices. C'est un très très beau manga, qui est un manga plutôt seinen, voilà, pas du tout fantaisiste, très réaliste, qui s'appelle L'homme qui marche. C'est de Jiro Taniguchi, qui est un grand auteur de manga, et qui m'a, moi, bouleversé, en fait. Quand je l'ai lu pour la première fois, c'est vraiment quelque chose qui, quand on lit avec peut-être un peu d'expérience de la vie, vraiment nous fait réfléchir sur soi-même et nous fait voir les choses un peu différemment, sur la routine quotidienne, sur le poids des choses, de la société, du regard Trop qu'on bien. pose sur le monde. Ça s'étend sur beaucoup de volumes? Non, c'est un seul volume. Un seul D'accord. volume, très ce qui est très typique de Taniguchi, c'est qu'il y a très très peu de dialogue en fait, c'est très visuel. Et on sent à travers le regard, les mouvements de ce personnage, tout ce qu'il y a à sentir en fait. Voilà. Et c'est très très beau. Ça a l'air très Merci pour la intriguant. découverte. Ouais. Pour cet interlude, je me suis inspiré notamment d'un ouvrage que je peux conseiller, qui s'appelle Les 100 plus belles pages, les 100 plus belles planches de la bande dessinée, par Vincent Bernière aux éditions Beaux-Arts. Voilà, petit conseil que je peux donner aux auditeurs, aux auditrices. Et j'avais une question à vous poser quand même à tous les deux. Est-ce qu'il y a une case de BD, par exemple, qui vous a particulièrement marqué, Blake, Bigot, à laquelle vous pensez comme ça d'intuition, avec peut-être affection ou tendresse ou nostalgie? Moi, la première qui me vient en tête, c'est pas vraiment juste une case, mon papa m'a fait beaucoup lire Gottlieb quand j'étais petite, donc beaucoup Rubric-à-Brac, etc. Et notamment, dans la deuxième de couverture, quand on ouvre, alors il me semble que c'est un recueil de plusieurs tomes. En fait, il y a tout un tas de petits dessins très différents avec, on retrouve notamment Newton qui se prend la pomme dans la tronche, qui est un running gag bien sûr de la série. Et donc il y a le professeur Burp, il y a la coccinelle, etc. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre du coup cette deuxième de couve, qui est même pas juste, c'est même pas une histoire en soi, juste plein de choses, ça rappelle en fait un petit peu toute cette épopée Rubric-à-Brac et c'est un peu toute la nostalgie finalement de l'époque où je lisais ça et voilà, je le regarde aujourd'hui avec beaucoup de tendresse comme tu avais dit. Gottlieb, quel bonheur, vraiment foisonnant et tellement riche. Et toi, Bigot, est-ce que tu as une case qui te revient en tête? Oui, je vais en prendre qu'une parce que pareil, il y a plusieurs images qui me reviennent en tête, mais il
il y a une trilogie que j'aime beaucoup qui s'appelle Le désespoir du singe. C'est pas très gai, mais c'est très. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup touché. Et il y a notamment, en fait, donc c'est une dystopie. Et faut s'imaginer, donc évidemment, je peux pas vous restituer les couleurs qu'il y a, mais en fait, il y a un moment donné une scène avec qui est le long de la mer d'Aral, mais cette fois-ci qui est complètement asséchée. En fait, avec des grands bâtiments, en fait, donc des grands navires, pardon, qui sont posés là. Et en fait, d'ailleurs, j'aime beaucoup le terme. Il y a des révolutionnaires qui s'appellent dans la BD les francs battants et qui en fait vivent dans ces bâtiments en fait où ça sert de lieu de cache. Et bref, il y a aussi un imaginaire aussi autour d'un train un peu qui passe sans rappeler Snowpiercer. Je sais pas si ça vous parle. Enfin bref, j'adore le transpersonnage, pardon. Ouais. Et donc j'aime beaucoup l'esthétique aussi qui se dégage de là. Et pour continuer de vendre le produit, mais il y a à la fois des scènes, voilà, sur comme tu le décrivais en fait, des scènes sur de très grandes pages, et il y a aussi des scènes intimes en fait qui sont aussi très crues, très très puissantes. Donc ça, vraiment c'est le package complet qui m'a vraiment, on va dire, touché d'un point de vue artistique. Enfin, ces planches là. Super, ça donne très envie aussi de découvrir. Hein. Écoutez, merci à tous les deux pour votre participation. J'espère que ça vous a plu, ce petit interlude autour de la bande dessinée. Très bien, merci à toi pour les découvertes. Oui, super. Je repars avec beaucoup de recommandations. Et donc, nous pouvons revenir au jeu puisque nous arrivons à l'épisode 2. Et à l'épisode 2 qui s'appelle « Bienvenue au temple », on débarque dans un décor de haute montagne, au ton bleu, rose, jaune, un peu style céleste. Voilà. Et avec des piliers bouddhistes, temple tibétain, quoi. Alyssa nous contacte et explique à Sketch donc qu'on a perdu ce village himalayen au profit des mutants et Mortus y a installé un centre d'entraînement pour ces créatures. Un peu comme Ra's al Ghul dans Batman d'ailleurs. Il y a ce côté centre d'entraînement dans un lieu reculé des méchants. On se dirige vers le temple. Je passe les détails des combats, etc. On va aller un petit peu plus vite dans la narration à partir de ce moment-là. On découvre de nouveaux ennemis. On commence à se battre d'ailleurs avec des moines, Shaolin, mutants, ninjas, cyberpunk. Alors qu'au premier plan, on a des pics comme ça plantés dans le sol avec des crânes. Il y a la neige qui tombe. Bon, encore une fois, la richesse visuelle. Et tout en tabassant ces ninjas là qui se déplacent avec agilité, grâce à un bâton télescopique qui rebondissent dessus, on découvre qu'il va y avoir un tournoi qui va prendre place. Donc on avance, on se dirige vers l'entrée du temple. La 3e case d'ailleurs nous permet de récupérer un petit flacon de médicaments pour récupérer un peu de vie, parce qu'on n'a plus du tout quasiment à ce moment-là, clairement. Surtout que pour entrer dans le temple proprement dit, il faut casser de la pierraille là à main nue, tout en se défendant contre des chauves-souris mutantes. Et si on n'a pas de dynamite pour casser la pierre, on y va à main nue, la barre de vie, elle descend à fond. Plein de pièges ninja, c'est une zone très piégée, il y a une porte guillotine. Alors pour s'en débarrasser, on a une attaque qui nous permet d'arracher un bout de papier au support physique de la page. On en fait un avion en papier et on le balance comme ça, et ça fait une arme en fait. Bon, des trucs super uniques quoi, et super bien pensés. On quitte bientôt le décor de neige pour entrer à l'intérieur du temple. Et là, changement d'ambiance totale, puisque tout est dans l'obscurité. Pardon, vas-y, Hugo. Excuse-moi, Oxido, mais quand même, une nouvelle fois, le Tibet, qui est une terre hostile, en fait, pour les joueurs de jeux vidéo. Pour Tintin au Tibet, c'est ça. Qui n'a pas eu des souvenirs traumatisants de Tintin au Tibet? Dur. Mais je pensais pas réentendre un niveau au Tibet dans un jeu vidéo autour des comics en plus. Enfin, je t'avoue que c'est quelque chose d'assez... C'est vrai qu'il y a un lien très fort entre les deux. Ouais. Donc on entre dans le temple, changement d'ambiance, tout est dans l'obscurité, et on se retrouve dans un décor comme ça qui ressemble à s'y méprendre à une arène. On aperçoit à peine des silhouettes comme ça qui ont l'air de ressembler à un public en attente dans le fond de l'écran, et puis d'un seul coup, des torches qui s'allument, mise en scène encore une fois épique, autour de crânes comme ça, un énorme dessin de soleil qui se dessine sur le sol, et un public de démons qui commence à crier. C'est un tournoi, c'est le tournoi organisé par le maître du temple. Ce maître du temple, il s'appelle
Kung Fung. C'est trop... Alors, il n'est pas encore là, Kung Fung, d'ailleurs. On le voit pas encore. Mais en tout cas, c'est lui qui a organisé le tournoi pour trouver, tu sais, ces nouveaux disciples. Donc, c'est une sorte de rituel, d'épreuve à passer. Grand classique donc du beat'em all. On va devoir tabasser plein d'occurrences de chaque ennemi. Alors les Street Jill qu'on retrouve du premier niveau, des Gravis là, un Styx. Donc le Styx c'est le moine ninja cyberpunk là. Hein. Et puis un nouvel ennemi d'ailleurs qui s'appelle Mongoria, qui est une barbare guerrière qui attaque en balançant ses cheveux comme ça, comme une boule à pointe, vous savez, avec un crochet au bout. Alors ça c'est voilà, on tabasse, et on a fait nos preuves. On nous donne le prochain objectif, et le prochain objectif, c'est le temple de Kung Fung. On va enfin rencontrer Kung Fung, qui est au nord d'ici, dans une montagne reculée. Donc on descend, on va vers le bas de la page, hein, c'est une zone qui est superbe, hein, mais très dangereuse. Magnifique, hein, on est suspendu à une corde qui traverse comme ça la case de part en part, au-dessus du vide. En arrière-plan, des paysages de montagne très découpés avec des temples au sommet de pitons rocheux. Vraiment Mega Drive poussé au-delà même de ses retranchements. Hein. Et une fois qu'on a détruit toutes les chauves-souris, on peut passer donc à la deuxième page de cet épisode. Et avant de passer à la deuxième page de cet épisode, je voulais te poser la question, Blake, puisque on croit savoir que tu aimes toi-même dessiner, que tu dessines aussi en stream régulièrement. C'est un peu pour ça qu'on a choisi de te raconter ce jeu-là aussi. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est si tu devais toi-même dessiner, je sais pas, une BD, un comic book, voilà, qu'est-ce que ce serait le Blake Comics Universe ? Explique-nous quel serait cet univers. Peut-être d'ailleurs, as-tu déjà dessiné une BD ? Je ne sais pas. Très bonne question. Alors déjà, si dans le Blake Cinematic Universe, il y a Kung Fung. Vraiment, il revient, je le prends dans mon équipe, c'est sûr, à 100%. Je vais pas faire sans. Indispensable. Oui. Non, plus sérieusement, quand j'étais petite, vu que je lisais beaucoup de BD, j'en faisais un petit peu moi aussi, mais c'était très mal dessiné, mais c'était voilà des petites BD un peu mimes. Je pense si j'y revoyais aujourd'hui, je pense que je serais un peu attendrie, que tu fais sur un coin de feuille quand t'as 8-10 ans, quoi, quand t'es en primaire. Ça devait pas avoir beaucoup de sens. Après, je suis pas très sérieuse, hein. En dessin, je suis pas très forte. Je fais un peu de peinture, un peu de crayon, effectivement, mais ça va pas très loin. Mais si je devais dessiner ma propre BD, c'est une très bonne question. Je pense que soit ce serait diamétralement opposé. Soit je ferais un truc hyper absurde, mais un peu dans le style, on en parlait tout à l'heure, de Gottlieb, etc. Soit ce serait quelque chose justement qui transporte dans un univers complètement parallèle avec où on chevauche des ptérodactyles par exemple, avec une histoire un petit peu touchante, etc. Et mais du coup avec beaucoup de lore, beaucoup de mythologie, beaucoup de personnages, une quête, etc. Et j'ai pas encore décidé, mais le jour où je le fais, je pense que je fais appel à une personne qui sait vraiment dessiner en tout cas. Moi, je ferais plutôt la partie storyboard, quoi. Écoute, on a hâte de découvrir, en tout cas, si ça se fait un jour, le Comics Blake. Voilà. Un jour peut-être. Et vous, quel serait votre comic, le Oxydo comic et le Bigot comic ? C'est une très très bonne question. Hein, peut-être que vous pourriez collaborer. Hein. On pourrait faire une collaboration. Qui ferait les dessins ? Oh là là. Toi, Big, tu dessines un peu. Alors moi, en fait, on avait d'ailleurs mon duo l'avait même fait, je sais pas comment il s'était débrouillé, mais il avait fait publier quelques années après au kiosque du quartier, mais on avait fait un manga qu'on appelait les Fadas. Si vous voulez, je vous mettrai quelques planches en fait ou quelques gribouillis en fait dessus. Alors c'était très manga, donc c'était des personnages. En fait, c'était assez avec un second degré. En fait, ces personnages avec juste une tête et des jambes, sont des coiffes très Akira Toriyamesque à la Dragon Ball. Et on avait puisé beaucoup dans les univers de jeux vidéo en fait pour faire ça. Donc c'était assez sympa en fait de concevoir ça au niveau scénario et cases, etc.
Et donc, ouais, j'ai eu cette petite expérience-là qui était très chouette. Bah, écoute-moi, à y réfléchir, là, en fait, j'ai un peu dessiné de la BD vite fait quand j'étais plus jeune, ado et tout ça. Et c'était plus des petits trucs en 3 cases, un peu à la Garfield, Ah, des avec des strips. petites histoires comiques, parfois un peu surréalistes. Je me souviens, c'était un frère et une sœur, Stan et Lisa, avec bon le cliché. Lisa, c'était la fille super carrée, super machin, qui était toujours dans les clous et tout, un peu Lisa Simpson en fait. Et Stan, c'était son petit frère complètement barré, qui les amenait toujours vers le n'importe quoi. Eh bien, retournons au jeu, puisque on est à la porte d'un temple perdu dans les montagnes tibétaines, extrêmement isolé. Il y a très peu de moyens d'ailleurs à ce moment-là d'obtenir un refil de vie, puisqu'on ne reprend pas notre vie entre les 2 pages d'un même épisode, ça il faut le savoir. On continue à se frayer un chemin à coups de poing à travers le terrain d'entraînement de Kung Fung et les casernes en forme de pagode. Comprend que c'est un test de notre puissance, et alors qu'on arrive dans ce qui s'apparente à une impasse, eh bien là, Roadkill, notre rat, est très utile parce que il nous permet aussi de déceler des chemins secrets vers l'intérieur du temple. Et là, il y a une mécanique qui est totalement folle, c'est que, alors qu'on rentre vraiment dans les profondeurs du temple, il y a un immense flambeau à l'intérieur, et ce flambeau embrase le haut de la page. Et donc la page commence à brûler. Et là, s'engage une course contre la montre, on doit descendre vers le bas de la page avant que la page ne se consume. Donc le jeu de mise en abîme est encore plus poussé, encore plus génial. Meilleur autoscroller. On descend jusqu'à arriver dans le sous-sol du temple. On arrive dans un espèce de souterrain inondé où nos réflexes sont mis à rude épreuve. On a vraiment la sensation d'être piégé. À un moment, il faut demander au rat de faire grimper un obstacle plein de pics pour pouvoir passer juste avant qu'il se referme, etc. Et on arrive dans ce souterrain inondé face au boss, au fameux maître Kung Fung, bien sûr. Enfin. Alors, on rigolait tout à l'heure, c'est une caricature de maître chinois volant en charge de l'entraînement des créatures de Mortus. C'est un docteur Fu Manchu, quoi, avec des longues moustaches blanches, la robe traditionnelle chinoise, mais des bras mutants énormes, avec des ongles très longs comme ça. Et surtout, on peut pas le toucher directement. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'il est à l'arrière-plan, il nous balance des boules de feu depuis l'arrière-plan, et en fait, il faut attendre qu'il se matérialise directement sur le même plan que Sketch, donc en 2D, pour pouvoir le toucher, malgré ces griffes là qui nous envoient dessus. Et à chaque fois qu'on arrive à le toucher, d'ailleurs, il nous gratifie d'un Your Kung Fu is good en voix digitalisée. Bon, toujours le côté un peu cheesy, un peu punchline qu'on aime bien. Ils ont tout. Ah, ils ont tout mis. Ah oui. Affrontement épique, très difficile. Et on finit évidemment par détruire Kung Fung dans une explosion de fumée. Et on a résolu donc le 2e épisode de Comic Zone. Je crois que c'est là que j'ai jeté l'éponge. Enfin, On l'éponge. veut bien le croire. Mais ça a l'air d'être déjà pas mal tout ce que t'as accompli jusque-là. Parce que franchement, plus on en parle, plus je me dis, mais jamais je mets mes mains sur ce jeu, et je suis très contente qu'on me le raconte en entier et que j'ai à éviter d'avoir à le faire, en fait. La difficulté est déjà vraiment très élevée, et on arrive au 3e et dernier épisode du jeu. C'est un jeu qui est assez court en réalité, il n'y a que 3 épisodes et à chaque fois 2 pages par épisode, donc 6 pages en tout. Mais Bigo la qui a difficulté est abandonné telle... aux portes de la fin. Bigo, il ne te restait que 2 pages pour finir le jeu. J'étais à l'avant-dernier niveau. T'étais à l'avant-dernier niveau. Mais attention, le dernier niveau, c'est encore un cran supplémentaire. Ah, ouais. Ça tire de partout, il y a des ennemis de partout, enfin bon. Donc on arrive au 3e épisode, la malédiction des vaisseaux fantômes. C'est un peu rasoir. Je suis désolée. Je me permets de rire. Décor désertique, apocalyptique, des stalagmites de pierre qui sortent du sol, un décor en fait lunaire, mais en fait, et ça va faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, Bigot, c'est le sol d'un océan asséché. Et Alyssa nous explique que les photos satellites indiquent qu'il y a des structures étranges à cet endroit en particulier. Donc on traverse comme ça cet océan asséché, on est dans les fonds marins, mais avec ces structures un peu étranges, un peu baroques, mais sans eau évidemment. Mhm. Alors il y a une énorme gueule par exemple de dragon fossilisé qui se referme sur nous si on s'en approche. Alors on y envoie Roadkill pour pouvoir passer, la détruire de l'autre côté. Lui il peut s'en échapper.
ce qui nous permet de récupérer d'ailleurs une dynamite indispensable pour détruire des mines de la case suivante, parce que c'est les mines qui étaient dans l'eau et qui sont désormais au fond de l'océan. On arrive ensuite dans une grotte mystérieuse, pleine de cristaux au mur, avec de la lave au fond. Bon, là, que ce soit en platforming ou en combat, le jeu devient vraiment très 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 difficile. Il y a des interrupteurs qui permettent de faire émerger des morceaux de roche au sein de la lave pour pouvoir traverser. Il y a plein d'ennemis volants qu'on a du mal à détruire. Et dans des caves souterraines comme ça, suspendues au-dessus de la lave, on se bat contre des démons verdâtres, des scorpions mutants, on défonce des stalactites pointues, jusqu'à arriver à un cimetière de navires échoué au fond de l'océan asséché. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Et on arrive à la 6e et dernière page de notre aventure, c'est le cimetière de bateaux. Alors heureusement, dans les rares flaques d'eau de mer qui restent au fond de cet océan, au milieu des mines qu'on doit esquiver, on peut récupérer encore 1 ou 2 objets supplémentaires, et souvent salutaires. Et on arrive sur le pont donc d'un cargo abandonné, fantôme. On est dans des tons désormais assez verdâtres, assez violacés. On entre à l'intérieur, et en fait à l'intérieur c'est une sorte d'usine cachée. Il y a des machines à l'arrière-plan, il y a des cuves. Alors on descend à l'intérieur, il y a des salles qui sont de plus en plus piégées. Par exemple des salles où il faut utiliser des aimants énormes pour attirer une boule de métal qui est au sol comme ça, pour l'attirer en hauteur, pour libérer le passage, ou alors pour la balancer sur des ennemis, ou alors pour faire détonner d'immenses bombes qui ont la tête de Mortus d'ailleurs dessinée dessus. Et peu à peu, en avançant, Sketch se rend compte qu'il se trouve dans l'usine d'armement de Mortus. Et dans cette usine, il y a au cœur de l'usine une bombe nucléaire que Mortus veut utiliser pour annihiler l'espèce humaine, pour l'envoyer sur le QG du New World Empire, donc à New York, et pour éliminer définitivement l'espèce humaine. Évidemment, Alyssa nous dit c'est ta mission essentielle. Il faut empêcher à tout prix d'envoyer cette bombe atomique, et il faut faire sauter ce navire tant qu'on peut le faire. Alors on met des coups d'épaule comme ça dans certaines bombes pour qu'elles aillent exploser d'autres bombes, bien sûr des ennemis qui sont de plus en plus nombreux en simultané. Alors on retrouve tous les ennemis qu'on a déjà vus, le duo de Strigil avec leur harpon de l'enfer, là, les Mongoria, vous savez, ces barbares avec les cheveux qui tournent. Bon, c'est un festival absolu. Et Alyssa nous dit, tiens, pour t'aider d'ailleurs, je vais te rejoindre. Je te rejoins immédiatement à l'usine, on sera pas de trop, un de deux, pour pouvoir annuler cette bombe atomique. Et donc après quelques salles de plus en plus profondément enfouies, on finit par ouvrir, à coup de vie aussi qui passe, une dernière porte blindée vers la dernière case de la BD. C'est la case où il y a la bombe nucléaire, elle est dans une fusée, elle est prête pour le lancement. Et ce qui est incroyable avec cette case d'ailleurs, c'est que elle n'est pas terminée. Parce qu'il y a toute la partie gauche de la case qui est coloriée, mais en fait la partie droite n'est pas encore terminée, elle est encore à l'état d'esquisse. On voit les coups de crayon en noir et blanc. Donc voilà, encore un coup vraiment de génie de ce travail sur le support physique qui est vraiment au premier plan depuis le début du jeu. C'est une salle qui est plutôt en hauteur, en verticalité, avec donc cette immense fusée au milieu. Alyssa débarque au premier étage d'ailleurs, elle essaye de désactiver la fusée, mais évidemment, ça ne peut pas se passer aussi facilement que ça, puisque Mortus n'a pas dit son dernier mot. Non, on va combattre la main qui... Alors on va pas combattre la main directement, parce que la main se rend bien compte que dessiner des ennemis, on les a tous défoncés depuis le début. Et donc on retourne au plan qu'on avait dans la scène d'introduction, avec Mortus à la table à dessin, qui dit le jeu n'est pas encore fini. Et là, Mortus se transfère lui-même à l'intérieur du comics. On le voit pour la première fois en couleur, il se transfère dans la case. Okay. En fait, c'est un démon, il a la peau violacée, un corps de mutant, des yeux rouges démoniaques, des moustaches jaunes vifs. Il enlève Alyssa, il l'enferme dans la fusée, et la cage est en train de se remplir d'un liquide qui va la noyer. Et donc ce dernier boss se joue en plus avec un compte à rebours très très étroit pour sauver Alyssa. En gros, il faut finir le boss en moins de 1 minute 20, 1 minute 30, pas plus.
Et donc, il s'agit d'utiliser les objets les plus puissants pour le détruire, ainsi que l'environnement. D'ailleurs, il y a un interrupteur qui permet de l'attaquer indirectement avec le réacteur de la fusée en bas, qui permet de lui faire des dégâts. Mais sachant que ce liquide, donc dans lequel risque de se noyer Alyssa, se remplit de manière extrêmement rapide. Et donc on le combat. Alors il faut descendre, monter, parce que c'est sur plusieurs étages. Bref, encore un boss qu'il faut réessayer à plusieurs reprises pour finir à le battre. On retrouve l'aspect arcade dont on parlait tout à l'heure. Et à la fin, une fois qu'on a surpassé ce boss, Mortus est enfin désintégré. On appuie sur l'interrupteur pour libérer Alyssa. Et alors là, dans une multiplicité d'explosions, le cargo-usine de Mortus est réduit à néant. Tandis que Sketch, tout échevelé, eh bien, se matérialise de nouveau hors de son comics. On le retrouve dans sa chambre, devant sa table à dessin, avec Alyssa, qui décide de sortir avec lui et de le rejoindre dans le monde réel. Et donc, on a une séquence finale comme ça, où l'on retourne sur la vue de nuit de New York, comme ça, dans le ciel orageux, avec Sketch et Alyssa qui s'embrassent sur le rebord du gratte-ciel, là, au-dessus de la gargouille, prêts pour une nouvelle vie. Dans un renouveau de guitare synthétique, on a droit à un petit épilogue, d'ailleurs, en forme de texte défilant. Et cet épilogue nous explique quoi ? Nous explique que Comic Zone, qui est en fait le titre du comics de Sketch, a été publié. Il a publié son comic sous le nom de Comic Zone. C'est devenu un succès commercial énorme. C'est devenu le comic book le plus vendu de tous les temps, voilà. Alyssa a rejoint l'armée. Elle est devenue la chef de la sécurité des États-Unis d'Amérique. Tout va bien, donc, tout va pour le mieux. Roadkill, le rat, a eu en récompense 50 kilos de mozzarella. Et maintenant passe son temps désormais à explorer les égouts de la ville. Et ils vécurent heureux. Jusqu'à ce que, un petit until, 3 petits points, jusqu'à ce que rien, parce qu'il y a le générique qui commence à défiler, ça reste en suspens, peut-être un cliffhanger pour une suite éventuelle, mais qui n'aura jamais lieu. Et après donc ce générique toujours aussi grunge, rock alternatif, eh bien, c'est la fin de Comic Zone. Wow. Alors Blake, qu'est-ce que tu as pensé de Comic Zone ? Est-ce que tu t'es totalement régalé ? C'est effectivement un total régal. Franchement, c'était trop bien. J'aurais jamais cru être aussi happée par un beat'em all, en fait. Enfin, vraiment, c'était excessivement bien raconté. Sur, en plus, un univers qui me laisse normalement plutôt assez indifférente, finalement. Je me rends compte que là, c'est beaucoup d'influences mélangées, il se passe plein de trucs. Et c'est assez intéressant, comme disait Bigot tout à l'heure, de justement se pencher sur l'aspect sur lequel on se penche pas souvent sur les beat'em all, c'est-à-dire les décors, le lore entre guillemets, même si bon, c'est pas non plus le truc le plus développé, le plus subtil de l'histoire, mais c'est justement, j'ai l'impression, ce qui fait tout le charme de ce truc-là, en fait, c'est la multiplicité des influences, ça va être peut-être les couleurs aussi, enfin de ce que tu disais, ça avait l'air d'être assez marquant, beaucoup de contrastes, etc. Et ce côté assez nanardesque aussi qui revient, alors qui est, je l'espère, fait exprès, qui passerait peut-être moins bien du coup en Big 2026, mais effectivement c'est des choses qui font, j'ai l'impression, le charme du jeu. Et ce qui m'a beaucoup étonnée aussi, c'était à quel point ils ont rendu le jeu difficile. Mais vraiment délibérément, en fait. C'est plus ça va dans la narration, plus tu racontes des mécaniques qui sont mises pour entraver le joueur dans sa progression. Et vraiment, le timer pour le boss de fin, c'est la cerise du gâteau à la cerise, quoi. Vraiment, c'est terrible parce que tout a l'air compliqué. On dit, en plus, vas-y rapidement, fais le speedrun. Donc non, c'est super. Petit bémol, je pense qu'offrir 50 kilos de mozza à un rat n'est pas forcément une très bonne idée. Mais voilà, je pense que c'est pas un modèle à suivre particulièrement, effectivement, pour la santé du rat. Effectivement. Et toi, Bigot, ça t'a rappelé des souvenirs ? Eh ben oui, mais ça m'a fait surtout réaliser pas mal de choses. Alors, quand même déjà d'abord 3 niveaux seulement. Là, je suis
complètement stupéfait par ça. Mais qui en paraissent beaucoup plus. Ah, mais non, mais Ressenti 25. ressenti, c'est terrible. J'ai failli le dire dès le départ, mais en fait, ça a vraiment été renforcé avec ton récit. C'est vraiment à quel point la direction artistique sur ce jeu, elle est omnipotente. Je n'ai pas d'autres mots elle irrigue tout, en fait. C'est-à-dire que vraiment, ils ont pris ça comme axe central pour la narration, pour le gameplay, pour le level design. Enfin, et c'est marrant parce que l'image des choses qui se déchirent m'a plus marqué. Et le parallèle peut paraître un peu bizarre, mais presque le jeu comme ça, qui est un peu dans la même veine, pour moi, c'est Paper Mario. Ou pareil, en fait, en jouant sur la feuille de papier, il y a pas mal de choses qui jouent sur le pliage, et ça m'a vraiment appelé à ça. Et autre point, pareil, qui est venu grâce à la conversation, notamment que vous avez eu à un moment donné sur Steve Blake qui parlait de Roger Rabbit et autres. Moi, en fait, je me rends compte que en termes de jeux vidéo, alors attention, le terme, je crois que je le maîtrise pas bien, mais c'est la première fois, c'est un des rares exemples de, comment ça s'appelle, d'isekai. Je sais pas si ça vous parle ce terme, c'est quand en fait un personnage en fait est absorbé dans le support en fait de la télé ou du livre ou enfin il y a Alice au Pays Merveille qui est un peu célèbre pour ça dans la littérature et en fait je me suis rendu compte que là moi si je dois citer d'autres jeux vidéo comme ça finalement il n'y a guère que un jeu qui s'appelle que j'avais commenté lors d'une GDQ je crois qui s'appelait Moon Remix RPG Adventure. Alors, je mets les mots dans le détail en fait où là c'est un petit garçon qui se retrouve absorbé dans une télévision. Le jeu est assez fou aussi là-dessus. Et finalement, je me rends compte que oui, c'était une des premières fois que j'ai ce type de récit. Donc avec, là, c'est carrément une inversion. Hein. C'est la création, la créature qui prend le pas sur le créateur. Et pas métaphysique, enfin, rentrer là-dedans dans des choses, mais c'est vraiment génial parce qu'en fait, justement, c'est pas du tout prise de tête à ce niveau-là, mais quand même, enfin, ça pose pas mal aussi de concepts assez forts en fait. Et je trouve pas qu'il y a tant de jeux finalement qui explorent ça. Et justement, ça me rappelle pas mal. Alors, je me souviens plus du nom du jeu, mais j'avais joué à un truc comme ça sur DS où en fait tu pouvais dessiner des choses sur l'écran tactile et puis après c'était intégré dans le jeu. Et donc, par exemple, tu dessinais des nuages qui devenaient des plateformes, etc. Et tu pouvais dessiner ce que tu voulais. C'était intégré dans le jeu. Et quand j'avais 12 ans, c'était le futur. Vraiment, c'était vraiment dingue. Et en fait, c'était un peu ce truc de justement, tu intègres quelque chose de ta réalité et ça arrive dans la console en fait. Et faudrait vraiment que je retrouve le nom de ce jeu, mais c'était assez révolutionnaire pour moi en tout cas dans mes yeux d'enfant. Ça me fait penser aussi à des jeux comme Okami, par exemple, sur la peinture, sur le côté, on va peindre à l'intérieur de l'image pour créer des ponts, des choses comme ça. C'est vrai que c'est une mécanique qui est assez rare, mais qui est toujours unique, qui a toujours beaucoup de charme. Et effectivement, ce que vous disiez tous les deux, c'est ce qui donne à Comix Zone son charme, c'est cette cohérence totale entre l'univers, la forme que ça prend, qui va avoir des influences sur le gameplay lui-même, ces allers-retours constants entre ces choses-là, cette cohérence globale qui fait que ça c'est resté un peu comme un jeu un peu culte entre guillemets, malgré ses faiblesses narratives ou clichés évidemment qui aujourd'hui font sourire évidemment. Mais et moi-même effectivement pour rebondir sur ce que disait Blake, qui n'est jamais été trop fan non plus de beat'em all, ce genre de jeu. Eh bien, j'en garde un souvenir très nostalgique et très affectif, qui tient, je crois, beaucoup à ça, en fait, beaucoup à ce charme-là et à ce travail sur le visuel aussi, et cette immersion comme ça dans un support physique. Et un autre élément là qui me vient en tête, c'est que vous voyez dans les livres, on va dire, on a une variante qui, pour proposer des choix en fait au lecteur, peut s'opérer dans des concepts des livres dont on est le héros. Et c'est vrai que tu l'as dit, hein, mais en fait, il y a l'histoire de la flèche en fait. Contrairement au beat'em up, presque en fait, on peut choisir en fait la direction qu'on a. Et je vois pas comment autrement on pourrait
transposer le concept d'un livre dont on est le héros à la bande dessinée sans passer par le jeu vidéo. En fait, c'est vraiment en fait au travers de ce. Enfin, je me suis dit voilà, là on a vraiment affaire à une BD dont on est le héros. Enfin, après, je crois que tu l'as dit aussi. Finalement, il n'y a pas tant de possibilités que ça. Enfin, on les explore assez rapidement. Mais il y a un truc à creuser aussi là-dessus derrière cette idée de voilà, le jeu vidéo qui peut être vraiment quelque chose assez fou pour faire une BD dont on est le héros. Alors, il y a des webcomics, je crois, ce genre de choses avec des choix multiples, etc. Mais là, il y a quelque chose qui passe par le visuel de ce choix de cases, en fait, vers lequel on va poursuivre l'aventure, qui est assez unique aussi, je trouve, ma petite expérience de jeu, et qui me paraît assez sympa. Non, mais c'est hyper intéressant. Je pense que c'est le concept sur lequel ils se sont basés qui est finalement assez simple, qui est de dire, bah voilà, c'est un gars, il rentre dans sa BD, en gros, le plot, il tient sur un post-it. Et finalement, ils ont exploité ça de manière assez intelligente, je trouve. Et ce qui fait qu'en tant que joueur, bah, tu te retrouves autant aussi transporté finalement que le héros. Et j'ai l'impression que c'est du coup assez facile de se mettre dans ses chaussures et de dire, ah ok, c'est sa BD, c'est un peu ma BD. Ah bah tiens, là, il connaît pas ce qui s'est passé, bah moi non plus, etc. Et je pense qu'ils font un sacré bon travail finalement de projection du joueur vraiment dans cet univers-là. Et c'est assez malin. Et effectivement, j'ai pas beaucoup d'autres exemples d'endroits où ça a été très bien réutilisé. Et je pense que du coup, pour l'époque, ou en tout cas à l'époque où c'est sorti, ça devait être vraiment très original. Et c'est vraiment à saluer parce que c'est une prise de risque aussi. Et faire un jeu sur des comics en n'ayant pas de licence de comics connue, et que ça marche et que ça reste dans les mémoires, enfin, je trouve que c'est un tour de force qui est quand même assez intéressant. Il n'y a pas de licence derrière, mais l'hommage est tellement fort en fait que il se substitue d'une certaine manière à la licence en fait. Écoutez, avant le mot de la fin, un immense merci de m'avoir écouté, Bigot, Blake. J'ai été très très honoré de de vous raconter Comic Zone. C'était un immense plaisir. Je suis heureux de voir que vous vous êtes régalés. Et j'espère que les auditeurs et les auditrices se seront régalés aussi en découvrant ou en redécouvrant Comic Zone. Et oui, c'est déjà la fin de l'émission, donc merci beaucoup Oxido de nous avoir totalement régalés avec ce racontage. Grand merci Blake de t'être prêté au jeu, c'est le cas de le dire. On rappelle qu'on peut suivre tes tribulations vidéoludiques sur ta chaîne Twitch, Blake_Fay, si je dis pas de bêtises. Exactement. On ajoutera le lien dans la description. Et donc, merci aussi à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Total Régal. On vous rappelle que le podcast est disponible sur plein de plateformes de diffusion, Deezer, Podtail, j'en passe et des meilleurs, et aussi sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, on y répondra avec grand plaisir. On vous rappelle aussi que nous avons un Discord qui est dédié à ce podcast, où vous pouvez nous retrouver pour nous faire part de vos réactions, de vos suggestions, de vos élucubrations. On vous partagera aussi peut-être des éléments là, dont on a discuté. Il y a pas mal de choses, notamment qu'Oxido nous a fait découvrir. Et je pense qu'il y a vraiment des choses très très sympas à pousser là-dessus. On revient dans un mois à peu près pour se raconter un nouveau jeu, avec peut-être, qui sait, un ou une nouvelle invitée. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode de Total Régal. Ciao, ciao. Bye bye. Bisous. La série continue avec une enquête sur un tueur en série, a serial killer, qui sème les graines de la peur dans la cité. Dans une atmosphère à la fois glauque et loufoque, alternant séquences horrifiantes et hilarantes, l'histoire nous désarçonne autant qu'elle nous harponne. Tel Marple et Poirot, on se creuse les méninges de façon méthodique pour résoudre des crimes alphabétiques. Tel Scully et Mulder, on arpente les frontières du réel dans une mystérieuse chambre rouge carmin. Tel Bullitt et Reaper, on se demande comme deux ronds de flanc,
Mais qui a tué Pamela Rose ? Des suspects à profusion, des faits prêtant à confusion, et du café, du bon, en perfusion. Nous enfilons notre costume, notre cosaque de détective, le temps d'une balado-diffusion. En gardant bien en tête que ce qui compte, c'est pas la vérité, c'est l'enquête.